Laurent Roland Tonekes, bonjour. Ahmed Arepa, bonjour. Bienvenue. Bonjour, merci. On en parlait hier, la presse en parle également ce matin. On peut le lire avec le quotidien Matin Libre et pas que. Il y a également le quotidien Le Matin qui en parle, sans omettre évidemment de préciser que le matinal aussi en parle. Alors avec le quotidien Matin Libre, on peut lire vote du budget 2024. Les choses commencent mal au Parlement. Les prémices d'une session budgétaire houleuse. Laurent. Oui, je crois qu'on a parlé de la situation qui prévaut par rapport au budget hier parce que le député, l'honorable Kamawa Wansangari, a saisi la Cour constitutionnelle puisque pour introduire, transmettre le budget de l'État 2024 à l'Assemblée nationale, il fallait attendre et inclure le budget de l'Assemblée nationale. Et donc on en parlait hier, je crois que dans la nuit, en tout cas dans la journée d'hier à aujourd'hui, je crois que le budget a été voté. Je crois que c'est l'affiche du jour qui nous informe ce matin. Et pour vous dire que oui, ce budget a été voté, c'est un budget au total de 24 milliards 788 millions 969 569 francs. Et donc, ça a été voté d'abord. Il faut préciser que c'est en procédure d'urgence. D'urgence, justement, pour rapidement peut-être corriger ce qui était censé être peut-être une erreur ou bien une imperfection dans le processus. Et je crois qu'au thème de ce vote, le président de l'Assemblée nationale s'est prononcé. Et je me permets de lire rapidement, de le citer. Ce budget n'est pas un budget qui est imposé comme un diktat. C'est nous-mêmes qui avons fait les documents qui ont permis d'élaborer ce budget que nous vous avons présenté, à essayer de convaincre le président Louis Vlavonou. Donc, pour comprendre que oui, maintenant... pour répondre d'une certaine manière à Kamawa Wansangari. Toujours est-il que, malheureusement, le constat avait été fait avant que le budget de l'Assemblée nationale soit voté en procédure d'urgence. D'ailleurs, même c'est bien précisé que c'est voté en procédure d'urgence. Cela suppose que même ils sont conscients de ce que quelque chose n'allait pas et qu'il fallait vite corriger. Bon, maintenant, est-ce que Kamawa Wansangari va continuer sa plainte du côté de la Cour constitutionnelle ou bien il va retirer? Toujours est-il que ce budget c'est vrai que ça a été voté contre par les députés de l'opposition, ils ont voté contre. Il y avait eu 112 voix, sauf erreur de ma part, 112 voix et puis les d'autres ont fait abstention et les députés de l'opposition ont fait, comment vous appelez, ont voté contre. Contre, justement. Alors, cela répond, hein, comme je le disais tout à l'heure, disons, à la préoccupation et aux inquiétudes du député Kamel Wansangari du parti des démocrates. Et en même temps, cela confirme finalement un peu ce que je disais hier, on a envie d'aller vite. On a envie d'aller vite, donc oui, on prend des dispositions pour aller vite. On envoie le budget et après on vote en procédure d'urgence justement le budget de l'Assemblée nationale, on l'incorpore et puis voilà, on poursuit. Je suis tenté de demander qu'est-ce qui presse. Après, on est en octobre. Oui, on est en octobre, mais on a besoin justement que le budget soit voté pour pouvoir justement anticiper sur ce qu'il y a à faire l'année prochaine. Laurent Roland Tonekes, alors est-ce que vous partagez l'avis du quotidien Matin Libre qui estime justement que les choses commencent mal quand même et que l'on a là les prémices d'une session budgétaire houleuse? Oui, cette session budgétaire sera assez houleuse, ça c'est clair. Déjà, le député qui donne la lettre, la lettre en montrant que oui, la procédure n'a pas été respectée et donc du coup, ils vont à l'Assemblée nationale en plénière, automatiquement le budget de l'Assemblée nationale a été voté en procédure d'urgence et donc c'est déjà un problème. Maintenant, concernant le contenu, le budget qui a été élaboré, quand le président de l'Assemblée nationale tente de convaincre pour dire que c'est eux-mêmes qui ont élaboré le budget, alors que l'autre dans son... C'est une réponse justement du berger à la bergère. Du berger à la bergère. Mais le véritable problème, c'est que quel est le contenu réel de ce budget? Quels sont les axes prioritaires prévus dans ce budget? Les députés ont voté, donc ils savent de quoi il s'agit. Justement, c'est pas pour rien que c'est... Vous et moi ne le savons pas. Oui, c'est pas pour rien que c'est pas pour rien que les députés, certains ont voté contre. Oui, la minorité. C'est pas pour rien que des gens se sont abstenus de voter. La minorité. Non, c'est pas que regardez, on dit, mais 112 pour sur 109 députés. Faites la différence. Donc, il y a un problème. Donc, j'estime fondamentalement parce que si c'est 112 pour sur 109, ça qu'il y a 37. Il y en a aussi dans leur rang, peut-être, qui n'ont pas voté. Bon, peut-être qu'ils ne sont pas à l'Assemblée nationale.
présent. Voilà. Bon, de toute façon, ce qui est sûr, il y a déjà matière à réflexion. Et donc, quand on regarde le fait que même les députés de l'opposition rejettent le budget de l'Assemblée nationale, c'est déjà les prémices de ce que cette session sera assez houleuse. On parle juste du budget de l'Assemblée nationale. Quand on va tenir compte du budget général de l'État d'ici 2024, quels sont ces éléments, les non-dits qu'on peut avoir dans ce budget qui pourraient susciter une attention particulière de la part des députés de l'opposition. Et même en réalité, normalement, ça devait susciter l'attention particulière même des députés de la mouvance. Ils ne sont pas à l'Assemblée nationale pour être une caisse de résonance. Ils sont là pour contrôler l'action du gouvernement. Et donc, quand dans un budget, dans une certaine mesure, ça ne va pas, qu'on soit de la majorité ou de l'opposition, c'est qu'on est en droit, en tant que représentant du peuple, de dénoncer et de demander au gouvernement de corriger. Donc, je crois que l'un dans l'autre, ce n'est pas parce que les opposants ont commencé par montrer le chemin avec l'honorable Ouassangari qu'on va peut-être annoncer que ça doit être houleux à cause de seuls. En réalité, même les députés de la mouvance doivent pouvoir travailler à ce que, si ça doit être houleux, pour que les choses soient changées, corrigées pour le bonheur du peuple béninois, il faut le faire. Alors, le quotidien qui précise que le gouvernement manque d'élégance dans sa manière de procéder. Oui, mais quand on tient compte des articles cités par Ouassangari dans l'honorable Ouassangari dans sa saisine de la Cour constitutionnelle, quand on tient compte rien que de ces articles, déjà, il y a un manque d'élégance dans une certaine mesure. C'est-à-dire que la loi est claire. Il faut d'abord tenir compte, avoir le budget de l'Assemblée nationale qu'on doit insérer dans le budget général de l'État général d'ici 2024. Mais malheureusement, on constate que le gouvernement, en Conseil des ministres, a transmis un budget de l'Assemblée nationale pendant que l'Assemblée nationale n'avait pas encore déjà voté, adopté son budget. Donc, c'est réellement un problème de manque d'élégance qu'il fallait corriger. Et d'ailleurs, pour corriger maintenant ce manque d'élégance, c'est qu'à un moment donné, ils ont voté en urgence le budget de l'Assemblée nationale pour montrer que, oui, réellement, il y avait un problème qui n'allait pas. On attendra en tout cas de voir le développement de tout ceci. On attend de voir, oui. Roland Soninké dans les prochains jours. Dans les prochains jours, je crois que normalement, ce qu'on va demander aux députés, qu'ils soient de la mouvance ou de l'opposition, c'est de vraiment se pencher sur l'intérêt général de la nation, plutôt que de penser qu'ils sont à l'Assemblée nationale pour satisfaire un camp ou un autre. De toute façon, même les opposants, leur combat ne devait pas être de tout peindre en noir à l'Assemblée nationale. Si dans le budget, il y a des choses à féliciter, à promouvoir, à encourager, il faut encourager. S'il y a des choses à dénoncer, il ne suffit pas de jeter tout le budget à la poubelle pour dire ce n'est pas bon. Non, dans une certaine mesure. De toute façon, quand on regarde un peu l'Assemblée nationale, il y a une certaine majorité dont dispose la mouvance présidentielle qui pourrait leur permettre d'avoir le budget, voter, adopter. De toute façon, les opposants devraient comprendre qu'il ne sert à rien de dire nous votons contre. Ils doivent pouvoir faire une étude minutieuse du budget et savoir que ce qu'ils sont en train de dénoncer, c'est de façon objective et non de façon subjective. Autre sujet d'actualité, Laurent Roland Soninké, le drame de Sémé-Craqué, toujours, qui est bien, disons, cristallise les opinions. Drame de Sémé-Craqué, justement, l'affiche du jour, on parle ce matin. L'exécutif appelle à s'expliquer devant, à s'expliquer devant la représentation nationale. Oui, c'est normal que les députés interpellent le gouvernement sur la question. Je l'ai rappelé tout à l'heure, le rôle du député, c'est de contrôler l'action du gouvernement et de voter les lois. Et dans le contrôle de l'action du gouvernement, il est prévu que les députés posent des questions orales au gouvernement, que le gouvernement vienne apporter sa part de réponse dans toute situation qui prévaut dans le pays. Je considère que cette situation de stockage de produits de l'essence de contrebande aujourd'hui, on nous a dit qu'il y avait plusieurs magasins, entrepôts, maintenant regroupés en 3 ou en 2 aujourd'hui. Qu'est-ce qui a amené à ça? Qui était à la base d'une telle décision? Alors, dans une certaine mesure, qu'est-ce que le gouvernement a pu faire ou bien les autorités déconcentrées au niveau local ont pu faire pour empêcher ou éviter un tel drame à l'avenir, pour éviter un tel drame et maintenant prévenir un tel drame. Déjà, quelles sont les conditions qui ont occasionné tout ça là. Donc, le gouvernement doit pouvoir... Parce que normalement, il y a une enquête qui a été ouverte par le procureur. En réalité, on devrait avoir quelques informations que le ministre doit pouvoir servir aux députés. Le plus important, c'est que nous puissions prendre les meilleures mesures idoines pour éviter ça à l'avenir au peuple béninois. On quitte le palais des gouverneurs, Laurent Roland Soninké, si on va parler décentralisation à présent.
commune des Agégués suspendu, le secrétaire exécutif de la mairie reprend ses fonctions. Nous sommes toujours avec le quotidien, l'affiche du jour. Oui, j'ai pu lire quelque part que le SE n'avait pas été suspendu par le préfet, encore moins par le ministère, mais a été suspendu par le conseil de supervision. Et donc le préfet, entre madame la préfète, a dû annuler cette suspension parce que ne répond pas aux tests prévus, parce que le conseil de supervision n'a pas pour mandat de suspendre le secrétaire exécutif. C'est les imperfections qu'il faut rapidement corriger dans cette loi, cette réforme, pour qu'à l'avenir, les SE ne soient pas chosifiés par toutes sortes d'autorités. Parce qu'on a vu que les préfets peuvent se lever et suspendre un secrétaire exécutif sur la base de telle information. Et puis au niveau du conseil de supervision, on peut se permettre de traiter le SE comme on veut, comme on entend. Et donc, il faut peut-être revoir la loi dans cette mesure et corriger ces imperfections. Le préfet, en tout cas, donc, qui a, comment dire, a fait reprendre service au SE, estimant voilà, qu'il n'était pas des prérogatives du conseil de supervision. Et SE chanceux. SE chanceux, oui. Peut-être plus chanceux maintenant, il doit faire attention. Parce qu'en réalité, plus chanceux que d'autres, mais en même temps, cela le met dans une position non, mais attention, difficile. Il n'est pas encore sorti de l'auberge parce que il y a des choses qu'on lui reproche. Voilà. Ce que remet en cause le préfet ou la préfète, si vous voulez, c'est que, en fait, le conseil n'a pas justement prérogative de suspendre. En réalité, si ce qu'on lui reproche est toujours de mise, il faut s'en référer justement à la hiérarchie. Une décision peut venir à tout moment pour le suspendre. À moins que lui-même, ayant repris les services maintenant, qu'il se corrige et se mette dans les rangs. Laurent Roland Toninquès, en parlant de réforme justement, avec le quotidien La Nation ce matin, si je ne m'abuse, il est fait mention de ces changements auxquels Moël Bénin appelle, s'agissant donc du système partisan béninois. Oui, Moël Bénin a souhaité qu'il y ait des réformes, en tout cas des corrections au niveau de la réforme du système partisan, parce qu'au niveau de la réforme du système partisan, il est dit clairement que l'idéologie est facultative. Et donc, alors en réalité, lui, il souhaite que non, que l'idéologie soit imposée aux formations politiques, parce que pour lui, l'idéologie représente la moelle épinière ou l'ADN d'une formation politique. Et c'est vrai, parce que quand vous regardez c'est la moelle de Moël Bénin. Voilà. La moelle épinière de Moël Bénin. Voilà. Exactement. Voilà. Donc, pour vous dire que, en fait, oui, réellement, quand on fait le constat du paysage politique au Bénin, il est difficile de définir l'idéologie de chaque formation politique. L'idéologie, je suis tenté de dire, c'est l'intérêt des personnes qui composent ces formations politiques, malheureusement. C'est-à-dire que le plus important, c'est qu'on soit proche de la marmite, ou bien qu'on soit loin de la marmite et qu'on dénonce et qu'on critique ce qu'il y a dans la marmite, histoire de chasser ceux qui sont autour de la marmite pour venir s'installer. Donc, finalement, il n'y a pas d'idéologie à proprement parler. On veut venir diriger, mais sans avoir une ligne idéologique dans une certaine mesure. Donc, et c'est ça d'ailleurs qui fait, vous faites bien de le dire, le manque de conviction de la part des acteurs politiques, toutes catégories confondues. Je suis au regret de le dire. Toutes catégories confondues, on ne sent pas la conviction politique. On sent beaucoup plus l'intérêt politique. Qu'est-ce que je gagne? Qu'est-ce que je peux faire? Et donc, vous allez voir ceux qui vous diront qu'ils sont centristes, mais au fond, les centristes dans ce pays, on les a tous vus. On finit toujours par rejoindre la mouvance présidentielle. Je prends deux cas simples. Théophile Yarou nous a dit, il est centriste. Quelques temps après, Union progressiste. Il a fait FCB, après on a pu le voir là-bas. L'autre qui avait les cheveux du pouvoir sous Boniaï, François Biola, centriste, subitement, avec son parti MEB ou MES, finalement, centriste, on le voit du côté de la mouvance, BR, il est aujourd'hui au conseil électoral. Donc, vous allez voir que ce n'est pas l'idéologie, c'est en réalité l'intérêt. Bon, je reste un peu au centre pour montrer que je suis neutre. Et puis après, je vois un peu si on me fait un peu ici, déjà, je vois que la main de la mouvance est assez longue pour me tirer. Je vais de ce côté-là rapidement. Et puis je deviens mouvancier sans idéologie. Vous allez voir les opposants, ils vont vous dire, sous Boniaï, on nous a dit, Boniaï est le plus mauvais des présidents depuis 60. On l'a critiqué, on l'a chanté sous tous les toits. Finalement, on a réussi à le balayer, en tout cas,
balayer, empêcher son dauphin d'être là. Ils sont venus s'installer mouvanciers, les autres sont devenus opposants, et c'est eux qui, les matins, vont vous dire tout le temps, Patrice Talon est le plus mauvais des présidents depuis 60. Et donc, c'est le même discours qu'on ressent. On a quand même un centriste, même s'il ne se réclame pas centriste. C'est qui? Qui, jusqu'à présent, peine à donner à savoir finalement quelle est sa coloration. Le philosophe. Et Azanaï? Vous pensez que Azanaï est centriste? Il n'est pas candidat Azanaï n'est pas centriste. Pour moi, Azanaï n'est pas centriste. Candidat Azanaï n'est d'aucun bord jusqu'à présent, puisqu'il attaque tout le monde. Attention. Puisqu'il attaque tout le monde, puisqu'il attaque tous les camps. Azanaï a une mission précise, il accomplit si bien sa mission. D'accord, donc il est mandaté par qui? Je ne sais pas. De toute façon, rien ne dit éternellement caché sous le soleil. Et de quelle mission parlons-nous? De toute façon, quelqu'un qui est dans une république, qui n'est ni chauve-souris ni mammifère, il faut le Oui, c'est un centriste, justement. Ce n'est pas un centriste, justement. Le centriste, en réalité, montre clairement qu'il est centriste par des faits. Et c'est-à-dire, tout est mauvais pour lui. Rien n'est bon pour lui. Finalement, vous pensez que c'est vraiment un centriste? Non, il a son bord. Et je le vois beaucoup plus de l'autre côté. De toute façon, je ne vais pas en dire en plus parce que je ne vais pas en dire plus. Pardon. Vous ne nous direz pas qu'il est un soutien du chef de l'État, puisqu'on ne le voit à aucune, justement, des rencontres. Je n'ai pas dit qu'il est soutien du chef de l'État. Il n'appartient à aucun bloc. Je ne dis pas qu'il est soutien du chef de l'État. Voilà, alors de quoi nous parlez-vous, Laurent? De toute façon, on continue. On connaît le prototype. Et je vais pas, donc, en tout cas, moi, le Bénin qui souhaite quelques changements. Donc, il faut une idéologie pour les formations politiques. C'est très important parce que quand on regarde un peu ce qui se passe sous nos cieux, regardez par exemple, quelqu'un qui est ministre de la République, il est BR, il démissionne, il va vers Union progressiste. L'autre à Union progressiste, il va vers le BR. Vous pensez qu'il y a d'idéologie? Aucune idéologie. Le plus important, c'est parce que dans leur circonscription électorale, ils ont vu que peut-être qu'on peut ne pas les positionner ou bien ils sont menacés. Et donc, il faut peut-être aller de l'autre côté où il y a on s'entend beaucoup mieux. Et d'ailleurs, même, n'oubliez pas que parmi les deux qui ont démissionné, il y a un qui ne s'entendait pas avec le responsable de sa fonction politique. Donc, c'est autant de choses qui font qu'aujourd'hui, je suis d'accord avec Moël Bénin. Je ne partage toujours pas entièrement ce qu'il pense ou bien ce qu'il fait, politiquement parlant, mais je pense que c'est de bonnes propositions qu'il est en train de faire, qu'on sache réellement quelle est l'idéologie de chaque fonction politique. Ça, c'est très important. Deuxième chose, il parle des mesures pour décourager la transhumance politique. Et j'en parlais tout à l'heure. On ne peut pas comprendre, dès lors que Michel Abimbola, membre du parti Bloc républicain, démissionne de la fonction Bloc républicain pour aller à l'Union progressiste. En réalité, si le chef de l'État composait véritablement avec les formations politiques et que les formations politiques avaient véritablement leur mot à dire dans la constitution du gouvernement, première chose à faire, on le saute du gouvernement en tant que ministre du Bloc républicain et le Bloc républicain propose quelqu'un d'autre à sa place. Pareil pour Karim Saliman qui a quitté l'Union progressiste pour aller au Bloc républicain. Dès lors qu'il démissionne de la formation politique, automatiquement, il sort du gouvernement parce que la formation politique va demander à ce qu'on le sorte du gouvernement pour proposer quelqu'un d'autre. Et maintenant, c'est peut-être au Bloc républicain de le proposer à nouveau comme ministre dans cette mesure. Là, on comprend. Maintenant, après, vous savez que le chef de l'État n'a aucunement l'obligation de s'en référer au parti politique pour nommer ses ministres. Mais justement, c'est ce que j'appelle mal-donne dans la réforme ou dans ce qui se passe dans la gouvernance politique aujourd'hui. Pourquoi est-ce une mal-donne? Écoutez, on a dit que c'est les formations politiques qui proposent des candidats qui iront aux élections. Oui. D'accord? Et vous convenez avec moi que pour aller aux élections en 2021, Patrice Talon a été soutenu par au moins 4 formations politiques. Oui. L'UDBN, le Moël Bénin, l'Union progressiste du renouveau, le BR, le PRD qui a fini par se fondre dans la messe, avec l'Union progressiste pour devenir l'Union progressiste du renouveau. Et donc, dès lors qu'il a été élu en réalité, le gouvernement est formé en tenant compte des formations politiques qui l'ont soutenu. Oui, sauf que, ça c'est pas dans les faits. Ça c'est dans les faits, mais il n'y a aucune obligation pour le chef de l'État de tenir compte de cela. Le chef de l'État est même libre d'aller choisir un ministre dans le camp de l'opposition. Dès lors que nous faisons les choses comme ça, alors en réalité, que faisons-nous? Même au niveau de la société civile, il est libre d'aller choisir ses ministres. Ahmed Arekpa, oui.
on ne peut pas, on ne dit pas qu'il va prendre tous les membres du gouvernement dans les politiques. Il peut aller chercher 2-3 personnes au niveau de la société civile. Ce n'est pas un problème, c'est possible. Ce que je dis, c'est simple. Dès lors que c'est les fonctions politiques qui vous aident à être élus, en réalité, pas respect pour les fonctions politiques. Si en réalité, ces fonctions politiques avaient vraiment le pouvoir de se mettre dans la balance pour s'imposer, en réalité, c'est les fonctions politiques qui proposent des militants au président de la République pour dire voilà ce que nous voyons capable de vous accompagner dans votre politique. Ce n'est pas au chef d'aller piocher qui il veut dans les fonctions politiques. Sous aucun cieux, ça ne peut se... C'est vrai, ce n'est pas une obligation pour lui, mais sous aucun cieux, ça ne peut se faire parce qu'en réalité, si véritablement ces fonctions politiques avaient une autonomie, c'est à ces fonctions politiques de dire voilà les éléments que nous vous proposons. C'est vrai qu'on a déjà mené cette discussion. Oui, on revient là-dessus parce que vous par ne le voulez pas passé. comprendre. Et à chaque fois, j'ai l'impression que vous avez une vue tellement Non, utopique de la situation. C'est pas une vue utopique. Parce que dans le concret, les choses ne se passent jamais ainsi. Mais comment vous comprenez Et ne se passeront, je ne suis pas pessimiste, mais ne se passeront jamais comme ça. Alors, cela n'arrivera pas. Le fait que quelqu'un qui est ministre de la République appartient à une formation politique, se lève un matin, démissionne de la formation politique pour aller dans une formation politique, sans qu'on ait de mesures au niveau de la formation politique, pour le suspendre, pour le retirer du gouvernement, pour envoyer quelqu'un d'autre là. Est-ce que vous pensez que ces formations politiques ont une certaine force, un pouvoir réellement? Mais justement, tout le problème se pose à ce niveau. Alors, je ne soutiens pas. Si vous convenez qu'il y a un problème à ce niveau, ça veut dire qu'il y a mal d'hommes. Je ne soutiens pas non plus le fait de démissionner d'une certaine formation politique et d'aller intégrer une autre formation politique, sachant que c'est le même camp présidentiel. Ce n'est pas ce que je soutiens. Mais après, je dis, quel est aujourd'hui le poids qu'ont ces partis politiques pour s'imposer au chef de l'État? Voilà, merci de revenir sur ça. Et ce poids, souffrez que je vous le dise, ils ne l'auront jamais. Voilà. Maintenant, vous me rejoignez. C'est ce que je suis en train de dire depuis. En réalité, les fonctions politiques... Ils ne l'auront jamais. Justement, vous me rejoignez parce que c'est ce que je dis depuis. Les fonctions politiques n'ont pas de pouvoir aujourd'hui au point de dire au chef d'État, voilà ce que vous devez prendre comme ministre. Donc, le chef se lève... C'est un débat qui n'a même pas lieu d'être en réalité. Non, ça a lieu d'être parce que ça ne changera pas. Non, justement, notre rôle, c'est de travailler, de militer pour que ça change. Parce que davantage, si ça se passe comme ça dans les fonctions politiques... Travaillons à faire changer les choses qui peuvent être changées. Parce que le problème, c'est qu'à la lutte, travaillons à faire changer les choses qui peuvent être changées. Les fonctions politiques n'ont aucun poids et donc on peut se lever, aller piocher qui on veut. On peut aller piocher le dernier des militants et le faire ministre alors que les responsables sont là. C'est déjà arrivé. Et oui, c'est ce qu'on dit, ce n'est pas bien. On va poursuivre Laurent Roland-Tonnerre. On va parler santé, justement. Voici un domaine dans lequel il y a matière à parler. Et là, oui, on peut parler et on peut espérer des résultats concrets. De l'autre côté, vous ne voulez pas parler. Mais c'est parce que là-bas, j'estime que c'est perdu d'avance. Justement, c'est parce qu'on voit que c'est perdu. C'est mon avis. Moi, je ne suis pas pessimiste, je reste optimiste. Il faut corriger ce qui ne va pas. Il y a une nuance entre être pessimiste et être réaliste. Oui. Moi, je parle de réalisme, je parle de pragmatisme. Je viens bien être optimiste et réaliste et dire au chef que revoyons la manière dont nous procédons pour que les formations aient davantage de pouvoir sur les militants. Autrement, les militants vont chosifier les formations politiques. Soyons pragmatiques, justement. Nous parlons de réforme du système partisan et il faut aller au bout. Troisième chose que le web souhaite, c'est que le web souhaite que désormais pour les financements publics, que 60% du financement public soit en tout cas distribué à toutes les fonctions politiques, toutes catégories confondues. Maintenant, 40% pour les destinés partis qui ont des élus. Voilà. Pourquoi pas? Ce sont de belles propositions. De très belles propositions de la part de notre ami Jacques Ayadi. En somme, oui. Bon, pour une fois, je suis content, d'accord avec lui. Oui, de toute façon, Moël Bénin, c'est un parti politique quand même qui, depuis sa création... Ce qui est bien, ils ont parlé des élites et donc je vois qu'il y a véritablement des réflexions d'élites. Donc ça, il faut saluer. Et je vois que la qualité des gens qui constituent ces formations politiques, même s'ils ont du mal à s'imposer, c'est que c'est une formation constituée de cadres qui réfléchissent très bien. Il y a un travail qui se fait de manière méthodique au sein de qu'ils arrivent à avoir des élus. C'est tout le mal que rendez-vous en 2026 pour les élections générales. Pour l'heure, donc, allez, on va parler de quelque chose sur lequel, en tout cas, nos propos pourraient réellement avoir de l'impact. Laurent Roland-Tonnerre. Parlons santé. Le matinal propose ce matin contrôle des structures sanitaires, plusieurs cabinets médicaux fermés au Bénin
La CCI dresse le bilan des 9 premiers mois. Et dans le même ordre d'idées, le quotidien, la tribune de la capitale nous informe que 14 cabinets de soins illégaux ont été fermés. Oui, les cabinets de soins illégaux doivent être fermés purement simplement parce que, excusez beaucoup que je l'ai imprimé ce titre, ce nom, c'est des mouroirs. C'est des mouroirs et malheureusement, vous passez par là, vous perdez votre vie. Malheureusement, vous envoyez un parent là, vous perdez votre vie. C'est normal qu'aujourd'hui, qu'on fasse un contrôle, qu'on procède à la fermeture purement et simple de ces cabinets médicaux qui ne font pas du bon travail dans la société. Il y en a. C'est vrai que quand ils ouvrent les centres de santé, les cabinets médicaux, c'est pour avoir de l'argent aussi. Mais en fait, il ne faut pas que l'argent prime sur le travail bien fait qui constitue un problème pour les citoyens aujourd'hui. Et je suis tenté de dire que ce n'est pas que les cabinets médicaux. Il faut que les gouvernants maintenant fassent des contrôles dans les centres de santé publique, histoire de voir ce qui se passe aussi. Parce qu'on a tout fait de dire que les cabinets médicaux, il y en a qui sont, c'est des brebis galeuses et ça pose des problèmes pour le bonheur des citoyens. Oui, d'accord. Mais au niveau des soins de santé, des centres de santé publique également, il y a des brebis galeuses qui constituent des problèmes pour les citoyens. Je ne vais pas citer des cas qu'on a eu ces dernières semaines au niveau de certains centres de santé, mais moi j'ai subi un cas il y a quelques jours, purement et simplement. Un enfant qui a un problème de respiratoire, je l'amène à 3 h du matin à l'hôpital. D'abord, écoutez, l'insalubrité dans ce centre d'abord. Je ne vais pas citer le centre, je peux en parler aux autres. C'est à Calavi? C'est à Calavi. L'insalubrité déjà repousse. Centre ou... Centre. Je ne veux pas aller dans les détails. D'accord. Non loin de toute façon, la mairie? Je ne sais pas. L'insalubrité déjà repousse. Mais dites-nous la vérité, Laurent Rolando. Et puis, la dame dit... regarde l'enfant. C'est un centre de référence? Demande les premiers... Est-ce un centre de référence? C'est un centre de santé. Demande à administrer les premiers soins à l'enfant. Et puis après, remplit une longue fiche et dit, bon, écoutez, là l'enfant doit être allé, on doit l'envoyer urgemment au CNHU. Prend son téléphone en même temps, appelle l'ambulance. Fort heureusement pour nous, pour la mère, en tout cas mon épouse et moi, c'est-à-dire que ils étaient en train de parler, quand ça s'est coupé, l'ambulancier n'a pu rappeler. D'accord. Et là, mon épouse dit non, on a une voiture. Donc elle dit ok. Et puis elle fait une fiche pour dire urgence. Et les motifs, c'est quoi? 2 motifs simples. Il a dit manque de place. Et puis manque d'oxygène. En fait, c'est ce qu'on a pu mettre. Et puis il faut aller mettre l'enfant sous oxygène, au CNHU. Je suis sorti de l'hôpital, j'ai réfléchi à un moment donné. Première chose, si l'ambulancier avait rappelé, c'est qu'on mettrait mon enfant dans une ambulance. Et ça, déjà, ça alerte. À 50% déjà, vous êtes atteint. Oui, évidemment. Première chose. Devant l'hôpital avec ma voiture, j'ai dit, bon, écoutez, est-ce qu'il faut aller au CNHU? Est-ce qu'il faut faire? J'ai regardé l'état de l'enfant et dit, bon, je préfère aller dans un centre spécialisé. Et c'est un centre spécialisé qui nous a appris à Bois-Clavier. Quand on est allé là-bas, on nous a dit que de mettre l'enfant sur oxygène, mais la dame médecin spécialiste nous a dit automatiquement, qui vous a dit de faire ça? L'enfant est à 95%, il lui manque juste 5%. Donc on n'a pas besoin de faire ça. Imaginez ça qu'on avait envoyé l'enfant là-bas et on va le mettre directement sur oxygène sans faire un diagnostic préalable. Et c'est comme ça que peut-être des enfants peuvent mourir sous oxygène. Quand bien même l'oxygène pouvait les aider à revenir à la vie, c'est que le diagnostic n'a pas été fait. Il a suffi de 2 traitements, aérosol, lavage des narines de l'enfant, et puis le mettre sous oxygène. Elle a demandé de le mettre l'enfant sous l'oxygène. On l'a mis à peine 2-3 minutes, ils l'ont enlevé, c'est bon. L'enfant n'a aucun problème jusqu'aujourd'hui. Pour vous dire quoi? Il ne suffit pas d'aller fermer les cabinets médicaux privés. Il faut veiller aussi au niveau du personnel dans les centres publics. Parce que beaucoup de personnes meurent du fait du mauvais diagnostic qu'on fait sur les malades. Et finalement, personne ne peut en parler. Il y a des gens, est-ce que vous pensez que tous ceux qu'on met dans l'ambulance, oui, on est tout un cri sur eux là, vous pensez que c'est tous ceux-là qui ont besoin de ça? Pas évident. À 50%, on les a déjà tués. Ou à 50% déjà, on a déjà, c'est-à-dire diminué la foi de leurs parents qui pourraient continuer à espérer que cette personne vive. Et déjà, quelqu'un qui n'a pas l'argent, enfin, heureusement, je ne suis pas... J'avais les moyens pour aller dans un centre spécialisé. Mais tous les parents n'ont pas ces moyens, forcément. Voilà. Et donc, qui se retrouve dans cette situation,
malheureusement, on va vous dire, allez dans tel centre, mais là-bas, qu'est-ce qui va se passer? La catastrophe. Je pense que c'est bon de faire le ménage au niveau des privés et autres là, mais il faut vraiment, vraiment veiller à la qualité du personnel au niveau des centres de santé publics et en même temps veiller aussi à l'hygiène. Je vous en prie. L'hygiène. Déjà, vous êtes malade, vous allez venir dans un centre de santé. Et mon frère, non, c'est pas possible. L'insalubrité est rien à mettre dans certains centres de santé publics. Il faut veiller à ça. En parlant de santé, justement, l'affiche du jour attire l'attention des uns des autres sur le fait que le tramadol est détourné de son usage et fait des ravages au Bénin. Laurent Roland, une question. Un produit que vous avez l'habitude de consommer, m'avez-vous confié il y a... Non, bien sûr. Je n'ai jamais consommé ce produit et que Dieu m'en épargne, que j'en arrive à consommer et que Dieu épargne mes enfants de ça. Je crois que j'ai vu un peu autour de moi les conséquences de l'utilisation du tramadol. Ce n'est pas une mise en affaire ce dont on parle. Surtout quand c'est détourné justement de son usage. Oui, nos émigrants qui aujourd'hui prennent ça parce qu'on leur fait d'abord du café fort. Le café fort et on fait toutes sortes de produits. Le café fort ou c'est le Ataï? Non, le café fort. Même deux sachets de café dans une petite tasse et puis on leur donne le tramadol, ils prennent ça, ils deviennent... Je ne sais pas, hein, ils ne se contrôlent plus. Dans la circulation, vous les méconnaissez. C'est ce qui explique parfois les nombreuses déviances qu'ils occasionnent. Oui, mais ce matin, j'ai pris le risque de prendre un Zym, mais j'ai regretté. Parce que parfois, ils conduisent comme des fous. Mais je me suis, à un moment donné, c'est à quoi qu'ils sont... Il a tendance à quitter la voie. Ben voilà. Et finalement, c'est quand... Je n'avais pas fait attention quand je montais sur le Zym. Parce que ce matin, j'ai dit, bon, je prends le Zym parce que je n'ai pas envie d'être... Et puis, mais écoutez, j'ai eu la peur de ma vie ce matin en venant. Au niveau du poisson, vous voyez? J'imagine bien. Peu s'en fallait, on allait se retrouver dans le décor. Heureusement, quand on est venu au portail ici, j'ai vu un collègue qui rentrait, il dit, c'est bon, il va me prendre. Donc, du coup, et quand je suis descendu, que je l'ai regardé, j'ai fini ça part, je me suis rendu compte que, écoutez, les yeux étaient tout rouges. Tout rouge, voilà, donc il avait déjà pris sa dose. Plus rouge que les miens, quand même. Il avait déjà pris sa dose matinale. Et il me regardait avec un air bizarre, il dit, mais c'est pas possible. Franchement, ce produit fait des ravages. Et d'abord, non seulement sur l'état de la santé, ça a des impacts négatifs, ça agit sérieusement sur eux. Et puis après, quand vous consommez tout ça, tout ça peut vous donner l'insuffisance rénale. Parce que vos reins sont bouchés, première chose. Deuxième chose, c'est que quand ils prennent ça, ils ne sont plus eux-mêmes, ils conduisent n'importe comment sur nos axes routiers. Ce n'est pas que les immigrants. Il y a des conducteurs de taxi, les Tokpa, voitures, Tokpa, surtout les jeunes Tokpa là, c'est des champions. Et puis après ça, les conducteurs de tricycle. Oui, les tricycles, non, mais les Tokpa, les tricycles, c'est même pas même. En fait, leur aîné, c'était les immigrants. C'était les immigrants, mais qui ont fini par déposer le tablier. Les ancêtres, oui. Les ancêtres, voilà. Et donc, les Tokpa et les tricycles aujourd'hui, c'est les mêmes qui font leur loi dans la circulation, mais il y a aussi des camionneurs qui prennent ça. C'est vrai, c'est vrai. Parce qu'ils ont sommeil, ils ne veulent pas se reposer, ils prennent ça pour conduire et bonjour les dégâts. Donc autant de choses. Et moi, j'appelle toujours les autorités à aller détruire la dièterie. On en reparlera. Laurent Roland, merci à vous.